Il fait froid. Nous sommes au tout début du XVIe siècle. Quelque part en France, dans une auberge modeste, un homme écrit à la lueur incertaine d'une chandelle. Il n'est ni noble, ni riche, ni puissant. Il ne porte ni soie, ni épée ornée, ni chaîne d'or. Il observe, de loin, la cour la plus brillante d'Europe. Il regarde sans être vu. Il écoute sans être invité. Cet homme s'appelle Nicolas Machiavel. Il n'est pas encore l'auteur du Prince. Il n'est pas encore le nom devenu synonyme de ruse, de cynisme, de manipulation. Il est un fonctionnaire, un diplomate, un serviteur de la République de Florence, un homme en mission, un homme seul. Et sans le savoir, il est en train d'apprendre ce qui nourrira toute sa pensée, la leçon silencieuse de la France. Qui est Machiavel quand il arrive en France ? Machiavel est né à Florence en 1469. Il grandit dans une ville brillante, cultivée, raffinée, mais politiquement instable. Florence est un foyer d'art, de pensée, de beauté. Mais c'est aussi un foyer de complot, de trahison, de renversement. En 1498, Machiavel devient secrétaire de la chancellerie florentine. Cela signifie qu'il est chargé de missions diplomatiques, d'observer les puissances étrangères, de négocier, de rapporter, d'analyser. Il n'est pas un philosophe de bibliothèque, il est un homme de terrain, un homme de route, de fatigue, de réunion, de rapport. Quand Florence l'envoie en France, ce n'est pas un honneur mondain, c'est une nécessité politique. La France est alors la grande puissance européenne. Florence est une petite république fragile, menacée, dépendante. Machiavel arrive donc sans prestige, sans faste, sans illusion. Il arrive avec son intelligence et sa lucidité. L'Italie qu'il quitte, le chaos comme normalité. Pour comprendre ce que représente la France pour Machiavel, il faut comprendre ce qu'il quitte. L'Italie de la Renaissance est magnifique et tragique. Elle est divisée en cités rivales, principautés instables, États pontificaux politisés, territoires convoités par la France, l'Espagne, l'Empire. Les alliances changent, les familles se trahissent, les condottieri vendent leur épée au plus offrant, les villes passent d'un maître à l'autre. Il n'y a pas d'État italien unifié, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de stabilité. Machiavel vit dans un monde où le pouvoir est précaire, la loyauté est rare, la violence est constante, la peur est ordinaire. Il voit les républiques tomber, il voit les tyrans s'imposer, il voit les promesses trahies. Pour Machiavel, le chaos n'est pas une exception, c'est la norme. C'est avec ce regard qu'il arrive en France. La découverte de la France, le choc de la stabilité. Et là, le choc. Machiavel découvre un pays où le pouvoir se transmet. L'État perdure, la monarchie est respectée, les institutions tiennent, l'armée est nationale, la noblesse est intégrée. Il est à la cour de Louis XII. Il observe la mécanique du pouvoir monarchique, et ce qu'il voit est presque incompréhensible pour un Italien. En France, le roi gouverne, mais il n'est pas seul. Il est entouré de conseils, de structures, d'une administration. Le pouvoir ne dépend pas d'un homme, il est incarné dans une continuité. Machiavel note cela dans ses rapports diplomatiques. Il observe la discipline de la cour, la hiérarchie claire, l'absence de complot permanent, la loyauté de la noblesse. Il comprend quelque chose de fondamental. Ici, le pouvoir est enraciné. Et cela le fascine. Il voit un peuple qui respecte son roi. Il voit une noblesse qui ne cherche pas à le renverser. Il voit un État qui ne s'effondre pas à chaque crise. Pour Machiavel, c'est une révélation politique. L'envers du décor. Machiavel mal logé. Et pourtant, tandis qu'il observe cette grandeur, Machiavel ne la vit pas. Il n'est pas reçu comme un grand personnage. Il n'est pas logé dans les châteaux. Il ne partage pas les fastes de la cour. Il est un envoyé d'une petite république. Il est logé dans des auberges modestes, parfois inconfortables. Il évoque dans ses lettres le froid, la fatigue, la solitude,
l'ennui. Il est dans l'ombre du pouvoir, pas dans sa lumière. Et c'est très important, parce que Machiavel n'est pas séduit, il n'est pas flatté, il n'est pas intégré, il observe sans appartenir. Tandis qu'il contemple la plus grande monarchie d'Europe, Machiavel dort dans des chambres froides. Tandis qu'il analyse la puissance, il vit la précarité. Et c'est de cet écart que naît sa lucidité. Il voit la France de l'extérieur, il la regarde sans désir, sans fascination mondaine. Il regarde comme un analyste, pas comme un courtisan. Ce que la France lui apprend, le cœur intellectuel. C'est ici que tout se joue. Sans le théoriser encore, Machiavel apprend en France les lois silencieuses du pouvoir durable. La force de la continuité. Il voit que la monarchie française est ancienne, qu'elle est enracinée, que les Français obéissent parce que cela a toujours été ainsi. Il comprend. L'habitude est une force politique. Les hommes ne suivent pas seulement des lois, ils suivent ce qui est familier. Cette idée traverse tout Le Prince. La neutralisation de la noblesse. En Italie, les nobles complotent. En France, ils servent. Pourquoi ? Parce qu'ils tirent leur statut du roi, parce qu'ils sont intégrés, parce qu'ils ont intérêt à la stabilité. Machiavel comprend. On ne combat pas ce qui nous donne notre place. C'est une loi anthropologique d'une finesse extraordinaire. Il voit que la monarchie française a domestiqué l'aristocratie sans la détruire. C'est du génie politique. L'armée nationale. Machiavel est frappé par l'armée française. Il compare des soldats fidèles, enracinés, attachés à une identité, à des mercenaires italiens instables et lâches. Il en tire une conviction centrale. Les mercenaires sont inutiles et dangereux. Cette obsession dans Le Prince vient directement de ce qu'il a vu en France. Il comprend. La loyauté est une arme. La légitimité. Il voit un peuple qui accepte le pouvoir, pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il le reconnaît. Il comprend. La légitimité est une force plus puissante que la contrainte, et cela marque profondément sa pensée. Quand Machiavel écrit Le Prince, quelques années plus tard, il n'écrit pas dans le vide, il écrit avec l'Italie chaotique en mémoire, la France stable en arrière-plan. Quand il parle des principautés héréditaires, de la centralisation de la nécessité d'une armée nationale, de l'intégration des élites, de la continuité. Il pense à ce qu'il a vu fonctionner. La France n'est jamais idéalisée, mais elle est clairement le modèle implicite de la stabilité réussie. Machiavel ne cherche pas la bonté, il cherche la durée. Renversement, Machiavel n'est pas cynique, il est tragique. On a fait de Machiavel le père du cynisme. En réalité, il est peut-être le premier grand penseur de la fragilité des civilisations. Il regarde l'homme tel qu'il est, inquiet, instable, violent, nostalgique, désireux d'ordre. Il comprend que l'ordre est une conquête, pas un état naturel. Il comprend que la civilisation est fragile et que sans structure, sans autorité, sans continuité, tout se défait. Machiavel ne célèbre pas la dureté, il redoute le chaos. Les Médicis reprennent le pouvoir, la République est balayée, et Machiavel, qui l'a servi fidèlement, est immédiatement révoqué, arrêté, emprisonné, torturé. On le soupçonne de complot, on le brise physiquement, on le brise politiquement, puis on le libère, mais on l'exile. En un instant, il passe de cerveau de l'État à homme inutile. L'exil,
là où naît le prince. Machiavel se retrouve dans une petite maison de campagne, sans fonction, sans avenir, sans rôle. Et c'est là qu'il écrit, pas pour philosopher, pas pour moraliser, mais pour revenir. Il écrit « Le Prince », un texte sec, lucide, implacable. Un texte qui dit « Voilà comment le pouvoir fonctionne vraiment ». Et surtout, il le dédie à Lorenzo de Médicis. Ce n'est pas un hasard, c'est un message clair. Regardez ce que je sais. Utilisez-moi. Rappelez-moi. Le Prince est autant un livre politique qu'un acte de survie sociale. Et pourtant, rien. Les Médicis ne lui donnent aucun poste important. Il se méfie, il le trouve dangereux. Trop indépendant, trop clairvoyant. Machiavel reste à la marge. Il écrit alors « Les discours sur Tite-Live, l'art de la guerre des pièces de théâtre ». Il devient un immense écrivain, parce qu'on ne lui permet plus d'être un homme d'État. Sa grandeur intellectuelle naît de son exclusion politique. En 1527, les Médicis sont à nouveau chassés, la République revient, on pourrait croire que Machiavel va enfin être réhabilité, mais non. Les républicains ne veulent pas de lui. Ils le voient comme un homme compromis avec les princes. Ils lui reprochent le prince, ils ne lui font pas confiance. Il est rejeté des deux camps. Par les princes qu'il voulait servir, par les républicains qu'il avait servis. Machiavel meurt la même année, sans poste, sans pouvoir, sans reconnaissance politique. Et pourtant, il aura pensé le pouvoir comme personne avant lui. C'est là toute l'ironie tragique. Machiavel a compris le pouvoir, mais n'a jamais pu l'exercer. Il a décrit la violence du réel et en a payé le prix. Mais ce qu'il a vu en France, il ne l'oubliera jamais. Un pays qui tient, un pouvoir qui dure, une civilisation qui se transmet. Et peut-être est-ce pour cela que, 5 siècles plus tard, alors que tant de sociétés doutent, se fragmentent et se dissolvent, nous revenons encore à lui. Non pour apprendre à manipuler, mais pour comprendre comment les civilisations survivent. Si cette histoire vous intéresse, si ces zones grises, ces décisions impossibles, ces fractures silencieuses vous parlent, alors je vous invite à vous abonner. D'autres épisodes arrivent sur ces moments où l'histoire bascule, souvent sans bruit.